Voilà. Donc, nous allons ce soir essayer de côtoyer la sobre ivresse, cette fameuse ivresse qui nous emmène vers les profondeurs sacrées du vin. Ben, on quittera, donc on sera dans la sobriété. Donc voilà, c'est un thème un peu particulier puisqu'on va s'intéresser à la dimension, aujourd'hui au niveau sociétal, au niveau consommation, voilà, sur plein de points, la dimension des boissons avec peu ou pas d'alcool, ce qu'on appelle les no-low, l'eau L-O-W, voilà, donc sont composés. Donc voilà, on va voir qu'il y a plusieurs choses. Et donc, on va voir aussi, puisque c'est une tendance de fond dans la restauration gastronomique ou bistronomique, comment on propose des accords mets et vins, comment tout ça c'est vécu. Voilà, donc pour ce faire, j'ai convié, avec Justine, on a convié deux personnes qui ont un passé riche sur ces deux sujets-là. Honneur aux dames, si tu le veux bien. Benoît, on va demander à Magali de se présenter. Sûr. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus vous connecter avec nous. Effectivement, moi je m'appelle Magali, je suis sommelier de métier. J'ai eu la chance de pouvoir faire un parcours de 17 années dans la sommellerie et notamment un parcours étoilé. Et la tendance au non-alcoolique a vraiment eu une émergence, surtout pour moi post-Covid. Et ça a vraiment pris une place très importante, notamment dans la dernière maison que j'ai faite. Alors, est-ce que Euh, tu peux, juste avant est-ce que tu peux peut-être nous donner ton parcours un petit peu? Quelles sont les maisons que tu as faites? bien sûr, j'ai démarré, j'ai fait du 0, 1, 2 et 3 étoiles. Ça a démarré à Londres avec Gordon Ramsay, celui qu'on voit un peu à la télé. Ça a été aussi Hélène Darroze au Connaught. J'ai continué et j'ai vraiment eu une expérience. C'est là où la sommellerie a pris tout son sens. Ça a été avec Pascal Pauls à Loisy, à Mandelieu, qui à l'époque avait 2 étoiles au Michelin. J'ai enchaîné aussi avec Quique d'Acosta en Espagne, qui a un 3 étoiles Michelin. Retour en France où j'ai bifurqué un temps dans le monde du thé parce que ça commençait déjà à m'intéresser et je pense que ça a toute sa place dans un métier et dans ce qu'un sommelier peut être. Et ensuite, je suis revenue à quelque chose de plus simple. J'étais sur 1 étoile Michelin dans les Bouches-du-Rhône. Et là, plus récemment, j'ai fait 3 ans chef sommelier pour Mauro Colagreco au Mirazur à Menton. Et voilà, étant devenue maman, j'ai un peu calmé le rythme et voilà, je travaille dans un domaine maintenant. Ok, voilà, donc tu as expérimenté, en particulier dans tes dernières expériences, plus ce passage sur le thé, tu as expérimenté de façon très concrète Oui, cette dimension des accords mets. Alors, oui. Benoît, merci Magali. Benoît, donc notre pas sommelier, sobrelier. Le jeu de mots, vraiment assez sympa. Est-ce que tu peux Merci. nous parler en détail de ton parcours, de ce qui t'a amené à tout ça? Avec joie. Eh bien, bon, je m'appelle Benoît, je suis sommelier. Sommelier depuis 2 ans, désormais, néologisme à mon initiative, qui caractérise finalement le repositionnement que j'ai décidé d'opérer en tant que sommelier, un métier que je pratique depuis maintenant 13 ans. J'ai tout d'abord commencé à la Closerie des Lilas pour ensuite travailler aux côtés de Charles Compagnon dans deux de ces établissements parisiens. Après quoi, j'ai fait une parenthèse en sommellerie pour aller travailler en cave de ville et aborder le métier, la façon de sélectionner, de valoriser une cave, un stock, et de m'adresser également aux clientes et aux clients à la cave de Belleville, à Paris. Et après cela, je suis allé travailler avec Manon Fleury dans le cadre de ces deux résidences consécutives au Perchoir de Montant et au Chalet des Îles. Et c'est donc à la faveur de ce repositionnement que j'avais amorcé il y a de ça 3 ans, en voulant faire davantage de place aux boissons qui n'étaient pas alcoolisées sur la carte des breuvages que je souhaitais proposer, et renouer ainsi avec probablement la vocation première des sommelières et des sommeliers, qui ne visaient pas tant à proposer du vin ou d'autres alcools, mais s'occuper de toutes les boissons et bien plus encore, puisque le sommelier, lorsqu'apparaît la fonction pour la première fois au XVe siècle, est en fait une espèce d'intendant de maison d'accueil,
cours de récréation, si je puis dire, auprès des reines, des rois, des empereurs. Et depuis 2 ans, je fais ce gros focus sur la création de boissons sans alcool, sur mesure, pour accompagner les plats des différents chefs et des différents chefs avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, je ne suis plus en poste dans quelques restaurants que ce soit, mais je travaille toujours avec de nombreux restaurateurs, de nombreuses restauratrices, et j'ai notamment organisé tout au long de cette saison 2023-2024 les sobres repas, donc une succession de dîners durant lesquels j'invitais des chefs qui élaboraient des menus pour lesquels je composais sur mesure des accords non alcoolisés. Tu commences à nous faire saliver. C'est un apéritif sobre que nous vivrons. Et mais moi, je le dis sans regret, hein. Enfin, l'alcool n'est qu'un support à la révélation d'un plaisir gustatif et on ne doit pas lier l'alcool et le plaisir de façon systématique, hein. Voilà, heureusement qu'on peut vivre des émotions sans s'enivrer, hein, parce que Sûr. il y a d'ailleurs un très très joli livre sur la philosophie du vin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où justement, à travers l'auteur, à travers beaucoup de travail sur les différents courants philosophiques, nous traite entre autres de l'ivresse et de sa symbolique spirituelle. C'est très intéressant. Peut-être avant de commencer, Magali et Benoît, on peut peut-être déjà poser la définition. Donc, le nolo, c'est le terme un peu à la mode en ce moment. On aime bien les anglicismes. Donc, est-ce qu'on peut peut-être énumérer euh, les boissons sans alcool dans leurs dimensions multiples, hein. Il y en a qui sont révélatrices d'un terroir et d'autres non. Est-ce qu'on peut peut-être les énumérer et en parler de façon voilà, déjà les énumérer, puis après on rentrera dans une deuxième question, si vous le voulez bien. Je sais pas qui veut se lancer, puis l'autre complétera. Est-ce que Valérie, tu veux commencer? Oui, 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 bah, on peut parler du thé, effectivement. Je reconnais que bon, bah, c'est un des basiques, j'imagine, dont on peut parler. Pour mon expérience personnelle, comme je l'ai dit, voilà, j'ai fait un petit stop où j'ai été sur Paris pendant quelques mois et j'ai eu la chance de travailler avec une dame qui s'appelle Maître Tsing, qui est Place Monge dans le troisième. Et, euh, et c'était très intéressant parce que c'est la première fois qu'il y avait pour moi la notion de dégustation à chaud déjà. Il faut bien prendre en compte ces choses-là, que chaud et froid déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, la notion d'accord mais été, que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et la notion surtout de famille de thé, où on peut retrouver, et on retrouve de toute façon énormément de similitudes, hein. Il y a la notion de tanin, il y a tous les arômes, les saveurs, les textures en bouche. Il y a quand même énormément de choses. Et je cache pas non plus, bon ça peut être un peu plus approfondi, mais la notion de contenant également est très importante dans ce cas précis. La notion de matière également, comme pour un vin, il y a beaucoup de choses et ça se démocratise de plus en plus. Il y a encore énormément de choses, pardon, je pense, à connaître sur cette chose-là. Mais il y a aussi une notion de terroir qui est claire. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, la notion de climat, l'eau, enfin, la main de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Tout ça, ça évoque la notion de terroir. Oui, Benoît, tu veux peut-être en citer un autre? Bien sûr, si on parle du thé, on pourrait parler du kombucha, qui est ancestralement une boisson élaborée à base de thé, une oui. boisson originaire du Caucase, traditionnellement, et qui aujourd'hui a fait des émules et se retrouve sur des tables de restaurants, mais également dans de nombreux commerces. C'est d'ailleurs, je crois, hein, sur le marché du sans-alcool, du prêt-à-boire sans alcool. Je crois que c'est l'une des propositions les mieux représentées, avec de nombreuses recettes, à l'initiative de nombreuses marques qui ne cessent de poursuivre leur émergence. Euh, Tu peux redéfinir de façon précise le kombucha pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le sujet. le kombucha, c'est une fermentation de thé en 2 étapes. Fermentation de thé par l'intermédiaire, grâce à une culture symbiotique de levures et de bactéries, ce qu'on appelle le SCOBY, en anglais dans le texte, acronyme pour signifier
symbiotique culture bacteria and yeast, donc culture symbiotique de bactéries et de levures. C'est donc une fermentation guidée. Ce n'est pas une fermentation spontanée, fermentation avec une colonie de levure de bactéries et un ensemencement en sucre exogène, très souvent du sucre raffiné, glucose, saccharose. Ça peut être également avec du miel. On qualifiera donc les kombucha élaborés à base de miel des chun. Et, et, et je crois que c'est à peu près le tour de Donc, la question. il n'y a que le thé qui fermente. Et donc, du coup, après, ces kombucha, ils sont bien sûr, ils peuvent être aromatisés avec de multiples recettes. Bien sûr, en fait, dans un premier temps, la fermentation avec la mère de kombucha, avec le fameux SCOBY, se fait avec le thé. Et pour la deuxième fermentation, donc qui se passera en bouteille, juste entre la première fermentation et la deuxième, on peut également aromatiser son kombucha avec des fruits, des céréales, pourquoi pas des légumes, enfin, bref, toutes sortes de végétaux qui serait source d'inspiration pour les personnes qui se colleraient à l'élaboration de kombucha. Et ce qui est intéressant, bah, voilà, bon, pour l'instant, on va les énumérer, puis après, on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire en accord. Voilà. Puisque dans la symbolique, quand il y a fermentation, il y a aussi révélation d'un certain nombre de choses. Oui, notamment d'acidité et complexité également, élargissement de la palette aromatique. On se détache du cadre d'expression variétale des produits auxquels on a recours pour élaborer les boissons. Euh, Après, je tiens vraiment à marquer le fait aussi de revenir sur le fait que le kombucha, c'est une fermentation guidée. Et qu'en ce sens, la fermentation guidée entame très souvent finalement l'expression stricto sensu de terroir. Oui, parce qu'il y a une direction qui est donnée dès le départ. Magali, est-ce que tu veux... Pardon. Est-ce que tu veux parler peut-être d'une autre boisson? Oui, on peut parler du café aussi. C'est souvent des choses dont on parle et surtout que le café aussi en ce moment, on fait beaucoup parler de lui. En tout cas, pareil, hein, une des dernières maisons que j'ai faites, c'est quelque chose sur lequel on avait vraiment mis l'accent. Autant, pareil, dégustation à chaud que dégustation à froid, avec des infusions longues, autant sur des infusions plus spontanées en respectant un certain grammage. Enfin, il y a toute une complexité. Il y a l'hydrométrie également. Enfin, c'est un domaine. Disons que pour moi, ma vision de ces choses-là, quand on parle du thé, quand on parle du café, et même j'ai eu la chance, hein, j'ai pas autant d'expérience que Thomas, mais j'ai eu la chance de travailler et d'avoir la sœur du chef Cola Greco qui a travaillé les kombucha. Donc j'ai eu une petite expérience avec ça. Mais quand on parle de ces trois choses-là, pour moi, on parle vraiment de trois métiers dans un métier. C'est-à-dire que le monde du thé, le monde du café, le monde du kombucha, ce n'est pas juste quelque chose qui se fait de façon, je dirais, euh, on n'effleure pas un sujet pareil. Pour moi, on rentre dedans et c'est quelque chose qui peut être très complexe. Et le monde du café en est, et pour les deux autres aussi. Et pour la partie café, de la même façon que pour le thé, il y a une notion de terroir plus connue, je trouve en tout cas, puisque bon, on en parle, hein, les grandes marques en parlent, mais il y a quand même une vraie notion de terroir. L'altitude également qui joue beaucoup et dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le vin, enfin, il y a toutes ces notions-là, elles sont présentes et très pertinentes. Il y a des variétés de café aussi, comme des variétés de thé et tout ça, c'est très important, ça rentre en compte et ça rentre en compte pour moi à un moment précis d'un repas. Tout ne peut pas, en fonction en tout cas de ce que l'on en fait et du résultat qu'on en souhaite, il y a un moment très précis à chaque repas où ces boissons-là interviennent aussi. C'est pas forcément à la fin, justement. C'est dans ce sens-là que je le dis. Et ça peut très bien être au début, ça peut être au milieu si c'est un long repas pour faire. Enfin, il y a plein de possibilités de digestion, je pense que c'est le sujet, pour moi en tout cas, de ces boissons-là, et ce que je trouve ça incroyable, c'est que c'est très ouvert et il y a une sorte, je dirais, dans- je parle de ma propre expérience, bien évidemment, et je parle en mon nom, hein, mais dans le monde du vin et dans le monde du moment où on rentre dans ce milieu-là, ou en tout cas où on sert également du vin, il y a quand même des codes bien précis, là où dans les non-alcooliques, la notion de code est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large, en l'état actuel en tout cas, et de ce que moi j'ai vécu. Et je trouve ça absolument génial parce que cela permet peut-être des libertés que nous n'aurons pas avec le vin,
parce que ça a ses limites, hein, et c'est chaque produit évidemment a des capacités et des limites, mais ça fait partie de quelque chose qui rend une complexité, qui donne une expérience différente et qui va donner une approche différente. Et ce qui signifie aussi donner accès à, pour moi, parce que c'est toujours cette notion-là, je crois qu'il faut bien garder en tête. Et voilà. Voilà. D'accord. Et Benoît, j'en profite, on a quelques questions techniques là, sur les kombucha. Axel, pardon, nous demande comment faire de la fermentation sans création d'alcool. Et la fermentation des kombucha, est-ce qu'elle se donne de l'alcool ou pas? Et donc, bon, sur la question du sucre, tu as répondu. Est-ce que tu veux peut-être juste répondre techniquement à cette question avant de continuer l'énumération des Bien boissons? sûr. La fermentation, le principe, ce sont des levures qui mangent des sucres et les transforment en alcool. Quand il y a fermentation, il y a nécessairement conversion des sucres en alcool, avec une règle très simple, c'est que pour 17 grammes de sucre au litre, on peut potentiellement les convertir en 1% d'alcool au litre. Donc 17 grammes de sucre contenu dans un litre de boisson, ça pourra donner potentiellement 1% d'alcool au litre. La plupart des kombucha, d'ailleurs, la plupart des fermentations, que ce soit les kéfirs, que ce soit des tepache, que ce soit des kvass, pour des recettes un peu plus à l'est, qui nous rapprochent du Caucase, d'où est originaire le kombucha, il y a évidemment de l'alcool qui est créé en trace. En trace, j'entends par là, sur le plan légal, lorsque l'on est en dessous de 0,5% d'alcool au litre, nous pouvons, sans avoir l'obligation de le faire, indiquer que la boisson contient des traces d'alcool. On peut même, en toute transparence, indiquer le titrage alcoolique exact. C'est au-dessus de 0,5, à partir de 0,5 jusqu'à 1,2, que l'on est tenu de commencer à noter la teneur en alcool dans une boisson. Et au-dessus d'1,2 jusqu'à 4, les boissons sont considérées comme alcoolisées. Elles ne sont pas soumises aux mêmes règles de distribution, d'attribution de licence et au même régime fiscal, puisque des boissons qui sont commercialisées en dessous de 4% d'alcool sont soumises à une TVA de 10%, et c'est au-dessus de 4% qu'on a une TVA à 20%. Tout ça pour dire que la fermentation, évidemment, ça crée toujours de l'alcool. Merci pour merci pour ta réponse. Qu'est-ce qu'on peut énumérer, Magali, après? Donc, enfin, je crois que c'était à toi, Benoît, de reprendre la parole. On a parlé des kombucha, on a parlé du thé, on a parlé du café. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore dans toutes ces catégories-là? Il y aurait l'eau, tout simplement, pour commencer. L'eau avec ses différentes sources, avec ses différents, en fonction de sa provenance, ses différents profils, ses profils de, de composition. Je crois que c'est l'un des premiers produits de terroir, finalement. Oui, tout à fait. Magali, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre encore? Alors, je ne sais pas si on peut le rentrer dans cette catégorie, mais euh, disons qu'il peut y avoir aussi, bon, il y a les infusions. Je sais que c'est pas du thé, mais ça reste de l'ordre de l'infusion de plantes. Il peut y avoir, peu importe, comme tout à l'heure Benoît le disait, il peut y avoir des légumes, il peut y avoir des racines. Il y a tout ce qu'on le souhaite, même des feuilles. Enfin, il y a toutes ces notions-là. Effectivement, pour moi, elles Ouais. rentrent en compte. Et quand on parle de notion de terroir, dans ce cas précis, c'est plus subtil, je pense. Toutefois, je pense qu'ils ont leur place et surtout qu'il peut y avoir aussi un esprit de saisonnalité qui est hyper intéressant dans ce cas-là. Alors, si je reprends, donc voilà, on peut imaginer des infusions, des macérations, des extractions, voilà, parce qu'il y a plusieurs. Oui, On fait un petit clin d'œil à Yannick Aleno, là, qui a beaucoup travaillé sur les extractions des jus, etc., lui, oui, en cuisine. Voilà, mais ça peut être des macérations de légumes, de racines, de mm, plantes, de baies, de tout ce qui est végétal. Mais oui. je rajouterais, alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais nous, on l'a fait dans le cadre de nos recherches en dégustation géosensorielle. On a fait des macérations de cailloux. On a fait des tests sur ça aussi.
C'était pas toujours concluant, mais c'est comme ça qu'on avance. On a fait, nous, J'avais, on a à, deux- à- à- à titre, à titre personnel, j'ai fait des macérations de coquilles d'huîtres. Ah. Des décoctions d'abord de coquilles d'huîtres et ensuite de macération. Alors en termes d'arôme, on n'extrait pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est pour la texture. On extrait un petit peu un petit peu d'épaississant finalement, un petit Ah, peu comme de. l'algue kombu. L'algue kombu a cette capacité Exactement. d'épaissir et c'est Il y a quelque génial. chose de presque gélifiant finalement. Oui, ouais, c'est très pertinent. Puis ça apporte, enfin, je trouve que ça apporte toujours de la complexité et je suis bien d'accord. Enfin, voilà, de ce que j'ai connu en tout cas, c'était Et on vraiment génial. arrive, au-delà de l'aspect gélifiant, on arrive aussi, et ça c'est intéressant, à extraire un tout petit peu de calcaire finalement. Ce qui permet de venir, en maîtrisant bien la température de chauffe, ça permet d'aller, d'aller structurer un petit peu la boisson sur laquelle on va opérer la décoction de coquilles d'huîtres. Et c'est très intéressant de faire des recherches en dégustation sensorielle où on essaye vraiment de lier le terroir avec le vin. On a beaucoup d'incertitudes et quelques pistes. Mais en tout cas, on a fait des macérations de terre, des macérations de cailloux qu'on a ensuite filtrées. Et c'était très intéressant, justement, dans cette dimension de texture, où on retrouve par exemple, on s'est amusé à faire des tableaux de correspondance en dégustation avec une dizaine d'eaux qui venaient d'un parcellaire ou de lieux différents, et les vins en face pour essayer vraiment de remettre, voilà, de faire des couples. Et il se passe des choses intéressantes. Donc pourquoi pas. Voilà, donc, je sais qu'on a longtemps travaillé avec la famille Pierre à Feu, très expert en cailloux. Voilà, mais ils ont quitté les recherches, donc maintenant on avance un peu moins vite. Mais voilà, donc on a toutes ces macérations. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Là, Il y en a, il y en a, il y en a. Alors nous, mais c'est intéressant que vous ne les nommiez pas, parce que ça ne vous parle pas, mais il y en a, mais moi, elle ne me parle pas non plus en termes de qualité, mais. les Il y a jus? les ersatz. Non, pas les jus. Et, Oui, il y a les jus, il y a les sodas, il y a les ersatz aussi, les ersatz de boissons alcoolisées. voilà, Les mais il y a vins aussi. désalcoolisés, les faux gins, les faux whisky, Ah, tu les parles faux. des vins désalcoolisés? Non. Et Si, on va si, les ça boissons aussi. et les boissons désalcoolisées. On va juste les évoquer quelques instants. Mais voilà, il y a les vins désalcoolisés, les bières désalcoolisées, donc toutes les boissons avec alcool qui ont été désalcoolisées entre autres. Donc, Et les boissons sans alcool, celles qui ne sont pas désalcoolisées, mais qui empruntent au profil de dégustation des boissons traditionnellement alcoolisées. Je pense aux faux whisky, aux fausses zénisettes, aux faux bitters. On a en fait toute une palette de propositions de ce côté des boissons sans alcool qui empruntent au profil de boissons traditionnellement alcoolisées. ouais, tout à fait. Donc on va les évoquer rapidement et on va les faire disparaître de notre talk show. Voilà, donc il y a dans ces propositions sans alcool ou désalcoolisées, pardon, il y a souvent deux mondes. Il y a un monde très commercial où voilà, on va surfer sur le fait que je vous propose un produit qui a pas d'alcool, mais qui est complètement hors sol, qui n'a pas de terroir. On va retrouver des marques, des marques de vin et de bière très connues, hein, voilà, qui rendent un service à un certain nombre de clients. Donc, d'ailleurs, je me souviens, il y a 15 ans, quand le premier vin sans alcool est sorti, il avait un nom assez rigolo, il s'appelait La Bonne Nouvelle. Voilà, c'est rigolo, hein. Donc, ça a été commercialisé dans la grande distribution en France. Je vous rappelle juste que la traduction dans le monde spirituel de Bonne Nouvelle, c'est Évangile. Juste pour le petit fun. Voilà. Donc, on va omettre ça. Et moi, j'aimerais rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Peut-être qu'avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va regarder le chat parce qu'il y a eu quelques commentaires et quelques questions. Il y a une question sur est-ce qu'il y a une littérature sur ces accords est-ce que vous avez un livre à conseiller à nos auditeurs? Pas encore. Non. Ok, Pour donc, l'instant, je crois que c'est un sujet, je pense que Pour c'est l'instant, tout nouveau. on a quelques livres qui traitent de cocktails sans alcool, mais, mais là, il s'agit, encore une fois, il s'agit d'assemblage de boissons les unes avec les autres, enfin, d'emprunter aux techniques du mélange de boissons avec, je dis pour, ça,
sans, Les mocktails. sans aucune volonté de dénigrer. Au contraire, beaucoup d'admiration, mais on est plus dans le registre du cocktail. Et là, bon, je crois qu'on parle d'autre chose. Donc, il y a effectivement des ouvrages qui traitent de la possibilité de faire des, des mélanges de boissons sans alcool, mais rien autour des associations de mets et boissons non alcoolisées, de la création de boissons sans alcool, avec une vraie volonté d'expression de terroir. Mais je pense que ça ne serait tardé. Donc, c'est ce qu'on appelle les mocktails. Alors, dans les questions qu'on avait également, que les vins désalcoolisés ont un intérêt en gastronomie, ça, on va en parler dans les accords dans quelques secondes. On a un petit quelque chose sur le rooibos, oui, pour ceux qui, c'est un produit d'Afrique du Sud. Il y a un commentaire, ouais, le kombu. Est-ce que tu veux dire un mot peut-être, Benoît, là-dessus, non? À quel sujet? Sur L'algue kombu. les Ah, kombus. l'algue. C'est une petite algue qui peut effectivement faire office d'épaississant, qui va aussi sur le plan aromatique bah, développer des notes d'embrun au nez. Bon, après, en fonction de la façon dont on travaille, mais assez facilement, on peut aller capter ces évocations d'embrun. Et en bouche, on va même aller capter un petit peu de salinité aussi. Tout à fait. Alors, il y a une question d'une personne, enfin un commentaire d'une personne. Est-ce que vous voulez dire que les vins sans alcool sont des mauvais produits? D'abord, mon équipe, Ce sont des mini-produits, les sans alcool. on n'est pas là pour juger si c'est bon ou mauvais, parce que les goûts de chacun a le droit à sa Oui, liberté, etc. ça se respecte. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'a priori, les vins sans alcool, et encore une fois, je parle avec beaucoup de modestie pour pas avoir beaucoup travaillé le sujet, a priori, révèlent moins le terroir que d'autres produits. Alors, d'une part, petit point, enfin, tu le disais très justement tout à l'heure, mais là, je crois que c'est important de faire peut-être un rappel. On ne parle pas de vin sans alcool, c'est du vin désalcoolisé. Et en fait, c'est peut-être là que réside une partie du problème, c'est qu'on parle d'un produit qui est probablement un produit de terroir, donc un produit qui vise à exprimer les quatre facteurs constitutifs du terroir, à savoir la qualité de sol, la qualité de fruits, le temps qu'il a fait et l'impact de la femme ou de l'homme qui accompagne la production de la boisson. Mais après, il y a toute une phase de traitement en laboratoire qui va viser à déposséder ce qui fait l'essence même du vin, en l'occurrence, pour ensuite venir réinjecter euh, à- avec différentes techniques, un peu d'arôme, un petit peu de texture, un petit peu en fait un petit peu de complexité qu'on aura perdu en chemin de cette désalcoolisation. Alors, on a parlé d'émotion, on a parlé de terroir. J'aimerais bien que vous nous donniez peut-être là comme ça quelques expériences, déjà peut-être quelques expériences que vous avez mis en place, euh, toi Benoît dans la collaboration avec l'établissement avec lequel tu travailles ou Magali dans les différents endroits où tu as travaillé, peut-être quelques accords par rapport à peut-être l'ensemble ou certaines boissons qui ont résonné pour vous. Et puis après, on pourra peut-être aussi se projeter sur finalement qu'est-ce qu'on peut amener dans un restaurant, dans une expérience gastronomique ou bistronomique, qu'est-ce que peuvent amener ces boissons et qu'est-ce qu'elles ouvrent comme perspective. Alors je vous laisse, faites-nous rêver, emmenez-nous le monde émotionnel des accords avec ces boissons-là. Je vous écoute. Je te laisse commencer, Magali, si tu veux bien. Ah oui, il n'y a pas de problème, hein. Alors, de mon expérience, si je dois parler de... Oui, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Il faut bien comprendre que la notion dans laquelle moi, je me suis retrouvée quand il a fallu développer ce service-là, parce que vraiment, ça a pris beaucoup d'ampleur et il y a une vraie demande. Et il y a une qualité à mettre en place. Et donc, ce qui signifie aussi des moyens humains, matériels et une réflexion derrière tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, je pense aussi, quand on est dans un restaurant, quand on travaille pour un chef ou autre, c'est qu'il y a une notion de philosophie derrière. Il y a une notion de philosophie et ça doit aussi être aligné à ce qu'un chef va faire.
L'expérience principale que j'ai eue moi, le cahier des charges était très simple. Il fallait que ce soit uniquement des produits locaux et rien d'autre. Ce qui signifie, la chance qu'il y a, c'est que le restaurant était situé donc du côté de Menton, frontalier à l'Italie, donc la notion de terroir et de local était très large. Toutefois, ça nécessite, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, la saisonnalité qui est très importante. Il y a également donc, les produits locaux. Et dernière chose, parmi le cahier des charges que nous avions, c'était la notion de, OK, qu'est-ce qu'on peut recycler de la cuisine pour que nous puissions, nous, faire un seul et même corps, finalement, entre ce qui se passe en cuisine en termes de nourriture et nous, ce qui va se passer en termes de boisson. Et ça a été un exercice qui a été dur à mettre en place, mais une fois qu'on a pu le mettre en place, ça a donné des accords qui ont été vraiment incroyables. Et je pense à un qui m'a beaucoup marqué, notamment. Euh, il y a eu une période où, après avoir exploré différents, justement, notions de terroir, essayer de voir si on pouvait extraire du caillou, de la terre du jardin, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose avec l'eau de mer. Euh, il y avait beaucoup de choses, c'était vraiment au sens large. Il y a eu un moment où la notion s'est portée sur, OK, qu'est-ce que peut-être un cépage peut exprimer et comment nous, on pourrait le transmettre à un client sans alcool. Donc c'est une notion pareille aussi qui est assez subtile, mais il y a plusieurs recettes qui ont donné vraiment, qui ont vraiment donné un bon résultat. Et il y a eu cette notion de sauvignon de printemps. Et le sauvignon, on l'a pris au sens large. Et il y a beaucoup de fleurs de sureau dans ce coin-là. Donc, on a démarré par ces choses-là parce que le Sauvignon, typiquement, a ces notes-là. Et, et après ça, il y a eu l'idée de récupérer les petits pois et de faire une eau de petits pois. Et en partant sur donc cette notion-là, c'était petits pois, sureau. Et justement, il y avait, est-ce qu'on a mis une petite touche de kombucha justement pour apporter un peu de peps, apporter quelque chose. Ça a été fait comme ça et c'était absolument incroyable puisque du coup, cette notion-là, plus les assiettes qui sortaient du chef avec toute cette notion de terroir qui était aussi présente, ça apporte une force et une énergie qui fatalement euh, fonctionnaient. Et il y a eu plusieurs accords comme ça, plutôt que de les garder dans une certaine mesure confidentielle pour des personnes qui ne veulent, par exemple, qu'un accord non alcoolique ou quelque chose qui soit donc vraiment sans alcool, c'était de le mettre systématiquement quand le plat sortait pour pouvoir le partager. Et j'ai aimé ça parce que au final, de quelque chose qui touchait certaines personnes à un moment précis, c'est-à-dire un déjeuner où on ne veut pas prendre de l'alcool, des gens qui ne peuvent pas boire d'alcool, une femme enceinte, peu importe, ça a touché au sens large toute la clientèle. Et je pense que c'était important de le partager dans ce sens-là. Et pour moi, cette notion de non-alcoolique, à un moment, elle a pris cette tournure. Ce n'a pas été simplement développé pour une notion de terroir ou autre, ça a été aussi la notion de comment on peut le partager au sens large. C'est-à-dire quelqu'un qui sera un amateur de vin, qui aura peut-être certainement pas pensé ni voulu quelque chose sans alcool, on s'offrait la liberté, en tout cas, de pouvoir faire goûter et d'obtenir un avis et d'avancer comme ça. Et ça reste quand même un travail qui est long, qui est méticuleux, et je reste convaincue qu'on n'est qu'au tout début de Une, cette partie-là. il y a une question de Valeria qui dit, ces boissons se conservent-elles et si oui, comment? Alors, ça faisait partie d'une contrainte qu'il y avait. Effectivement, nous, vraiment, il n'y avait rien du tout, si ce n'est que la conservation par le froid. Donc, la conservation, vraiment, on les gardait entre maximum, c'était 48 heures. C'était impossible parce que de notre expérience, en tout cas, ce qui se passait, c'est que ça se décharnait naturellement, c'est-à-dire que ça se dissociait, la notion d'équilibre partait. Euh, le- le- L'avantage du non-alcoolique également, c'est que tout à l'heure, Benoît en a un petit peu parlé, mais il y a cette capacité finalement de pouvoir gérer une texture, de pouvoir gérer une acidité, de gérer peut-être même la notion de sucre, l'amertume qui a un rôle important. S'il y a bien quelque chose que j'ai découvert moi aussi dans ces boissons-là, c'est que l'amertume a une importance capitale, comme dans le vin, hein, de toute façon, mais l'amertume, en tout cas, voilà, sur cette expérience-là, était capitale pour bien des raisons, et notamment pour des accords. Parce qu'il y a un moment, lorsque vous voulez faire un accord, on est bien d'accord, excusez-moi pour l'expression, que il faut que ça soit équilibré, et le plat ne peut pas passer au-dessus et la boisson non plus. Donc, il faut bien prendre en compte, et pour moi, ça s'est construit de la même façon qu'un accord mets-vin, sauf que
il y a la capacité de pouvoir agir sur, OK, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose qui peut être, par exemple, je reprends l'exemple du sureau avec l'eau de petits pois. Euh, Par exemple, ça peut être rajouter peut-être là une touche de kombucha. Est-ce que ça pouvait rajouter une notion de poivre? Est-ce que ça pouvait être rajouter une eau un peu plus terrestre avec des cailloux? Ça laisse une liberté pour s'adapter et c'est une expérience incroyable. Ça a été dur pour se mettre dedans parce que vraiment on part de rien, c'est tout inconnu et puis on ne sait pas vraiment par où commencer. Et donc ça, c'est tellement large en fait, c'est tellement ouvert que finalement, c'est pas évident de trouver sa ligne de conduite. Mais je pense qu'une fois on a cette notion-là en tête, il peut se passer plein de choses. Et je cache pas qu'on s'est lancé dans des choses un peu, voilà, hein, pas toujours très concluantes, mais C'est de la créativité à l'état pur. oui. Benoît, est-ce que tu peux nous donner, merci Magali, est-ce que tu peux, Benoît, nous donner un exemple d'un accord qui t'a un peu traversé le cœur, dans le bon sens du terme? d'un accord dont j'ai été à l'initiative. Oui, bien sûr, si tu peux, ouais. Euh, c'est très délicat. Faut que je prenne suffisamment de recul. Je crois que ce serait davantage à des convives d'en parler. Mais il y a un profil de boisson qui s'inscrit dans un temps de recherche que je suis en train de mener depuis quelques semaines, quelques mois. Je travaille beaucoup depuis quelques temps autour du pain boulanger, du pain rassis que je récupère auprès d'une boulangerie qui est dans le 19e arrondissement de Paris, là où je réside. Et ce qui me permet, moi, de valoriser le pain que la boulangerie ne vendrait pas habituellement. Et j'essaie depuis de nombreuses semaines de le traiter en boisson. Je travaille essentiellement des pains issus de farine de seigle, des pains au levain aussi. Donc, ce qui permet de pouvoir s'adresser, là encore, de façon un peu plus inclusive aux convives, puisque même des personnalités sensibles ou intolérantes au gluten, étant donné la présence de levain qui aura déjà prémâché le travail de dégradation des gluten, euh, et ainsi que le fait qu'il s'agisse d'une farine de seigle, ça permettra à ces personnalités euh, de pouvoir consommer cette boisson. Donc j'ai une recette qui me vient à l'esprit, qui est élaborée à partir de pain de seigle torréfié, que j'ai mis à macérer dans un extrait de pêche, des jeunes pêches qui ont été cueillies dans l'Île-de-France, en Seine-et-Marne, donc avec assez peu de sucre et un bon niveau d'acidité. Euh, Macération de 48 heures, avec les pêches entières, juste écrasées à la main, juste foulées, avec les rafles, parfois les feuilles, le noyau entier aussi. Et après filtrage, je lance la fermentation en intégrant des feuilles de figuier fraîches pour ensemencer en levure et aussi torréfiées, puisque les feuilles de figuier torréfiées permettent de révéler davantage les parfums de noix de coco que la feuille de figuier porte naturellement grâce à une qualité d'aldéhyde qui est constitutive de la feuille de figuier. Et également donc une infusion d'estragon dans cette boisson-là, euh, au moment où j'enclenche la fermentation. Et cette boisson, elle a visé à accompagner tout simplement une raviole au beurre blanc et poivre Sichuan. Waouh. Une raviole de quoi? J'ai pas entendu. Comment? Une raviole de quoi? J'ai pas entendu, pardon. Ah, une raviole au beurre blanc c'était une raviole ricotta, beurre blanc et poivre Sichuan. Ok. J'avais loupé le ricotta. Bah, écoutez, ça nous donne faim et soif, vos affaires, là, hein. Bientôt l'heure, à 19h, c'est l'heure de l'apéritif. Hein, donc ça, voilà, ces deux beaux accords, ils nous mettent en perspective, voilà, tout d'abord le travail, la précision, l'innovation, la création, et aussi une immense ouverture, Oui, un monde de possibles qui sont assez incroyables. Et est-ce que l'on peut peut-être dire finalement, après je répondrai, on va peut-être répondre aux deux, trois questions là, qui sont intéressantes. Elles le sont toutes d'ailleurs. Il y a une question sur
Ouais, Valérie, c'est une super idée. On va faire un top chef, un top sommelier. Donc, je trouve ça absolument génial. On va avoir on a la chance cet été à l'école de recevoir Pascaline Le Petit, là, qui travaille à New York et qui est une grande passionnée de kombucha, qui a beaucoup bossé dessus. Donc, j'en parlerai avec elle. C'est une idée intéressante. Il y avait bien sûr, Julien, la qualité de l'eau, elle est fondamentale. Ça, c'est Oui. important. Et alors peut-être il y avait une question, voilà, on peut coupler la question d'accès, Christelle. Euh, Comment on peut, parce que là, dans le cadre d'un restaurant gastronomique, ben, on peut produire, voilà, ça demande un travail phénoménal, donc je te laisserai Magali commenter. Mais Oui. finalement, on doit se projeter dans la distribution, chez les cavistes, dans des boutiques d'épicerie, d'épicerie fine. Comment gérer ces produits-là? Et si on doit passer par euh, je dirais, des contraintes techniques qui vont être de la filtration ou d'autres choses? Est-ce qu'on va pas perdre l'essence du sujet? Voilà. Est-ce que ça doit être réservé à la gastronomie ou à la bistronomie ou à des établissements un peu hors normes, ou est-ce qu'on peut envisager une démocratisation de tout ça? Pour moi, ça peut. Pardon. Non, non, je t'en prie, vas-y. Ah, pardon, vas-y. Désolé, j'ai pas entendu, j'ai eu l'écho qu'après. Non, non, vas-y, Et- Ah, Mélanie, je t'en prie. ok. Non, je disais que je pense que c'est quelque chose qui est en train d'arriver et je pense que c'est quelque chose qui va pour moi, c'est quelque chose qui va se démocratiser parce que je l'ai vu et vécu pour avoir eu la chance de travailler avec une marque en fait hein, qui développe les non-alcooliques. Ça s'appelle Tempera. Et eux, en fait, ils ont mis en place et il a fallu goûter, regoûter, re-regoûter, ajuster. Et je sais que eux, bon, il y a eu tout ce qui est de l'ordre de la pasteurisation, mais ils ont obtenu un résultat absolument incroyable. Et moi, j'y crois sincèrement. Et simplement, je pense qu'il faut prendre le temps. C'est une notion qu'il faut bien garder en tête. C'est la notion de temps. C'est que je pense qu'il faut prendre le temps et faire les choses comme il se doit pour que ça soit en place et pas faire quelque chose qui soit justement, si vous allez chez un caviste et que ça tient pas la route, enfin, quel intérêt? Et je pense sincèrement que il faut prendre le temps et avoir le temps de ces choses-là. C'est essentiel pour moi. Benoît, ton point de vue là-dessus? Oui, je suis d'accord avec Mélanie. Je crois il faut, faut prendre le temps de la réflexion. Mais je crois au moment du développement, là, s'engouffrer dans un marché afin de pallier le manque à gagner Mm. dont font les frais des restaurateurs et bon nombre de commerces de bouche qui ne vendent plus autant d'alcool à l'heure du déjeuner ou au moment du dîner. Lorsque c'est pas le week-end, enfin, et bref, enfin, toujours de la semaine confondue. En fait, là, mon constat, c'est qu'on a un marché qui voit arriver énormément de références qui Ouais. sont, qui sont bonnes, hein, mais je le dis avec évidemment toute la mesure que cela requiert, puisqu'il n'y a rien de moins objectif que le bon ou le pas bon. Mais la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que bon, ça suffit? Parce que pour être très honnête, il m'arrive de boire du cola très industriel et parfois il m'arrive de trouver ça bon. Or, je crois qu'on peut très objectivement dire que c'est peut-être pas suffisant pour justifier la place d'un cola industriel euh, de façon aussi prépondérante dans nos habitudes de consommation. Et là, sur le marché du sans-alcool, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent, beaucoup de recettes qui se veulent être toutes plus originales les unes que les autres. On a quelques absurdités aussi. On a des boissons qui, qui se proposent d'enrayer une consommation d'alcool qui serait problématique et nocive pour les consommatrices et les consommateurs en nous proposant de nous faire du bien avec des produits qui ont fait 4 fois le tour du monde, qui proviennent de l'autre bout de la planète et qui ne sont ni issus d'une agriculture biologique, ni d'une agriculture un tant soit peu raisonnée, et en plus de ça, qui sont blindés de sucre raffiné, de saccharose, de glucose. Il faut vraiment faire attention. Je crois qu'il vaut mieux pour le moment ne pas
Enfin, je dis ça pour celles et ceux qui auraient l'idée d'arriver avec un nouveau produit. Peut-être juste prendre le temps de la réflexion, de développer quelque chose d'intéressant, qui a du sens, qui fait de mal à personne, qui fait même du bien, et qui enfin va peut-être exprimer un terroir, puisque ça, je crois que ça manque cruellement sur le marché de la boisson sans alcool. La boisson qui exprime un terroir. Alors, au-delà du thé et du café, dont on a vu que la notion de terroir, finalement, elle est quand même très anciennement reconnue, il y a les dimensions voilà, du contenant, la température de service. Voilà, on peut jouer sur plein de choses. Euh, et ce que j'aimerais qu'on approfondisse peut-être un peu avec vous, là, c'est sur toutes ces boissons hors thé, café et infusion quelque part, sur toutes ces associations un peu où on va chercher dans le règne végétal ou minéral des éléments qu'on va associer à d'autres choses. Qu'est-ce que ça peut avoir comme apport sur une carte de restaurant? Comment on construit ça et comment ça vous parle, vous, vous qui travaillez ou qui avez travaillé dans la restauration de très haut niveau, et toi, Benoît, en particulier, qui accompagne, c'est un peu ton chemin de vie, là, d'accompagner les restaurateurs sur cette réflexion-là. Comment vous le vivez et à quoi ça sert et finalement, à quoi ça sert dans l'expérience du consommateur ou du client qui vient et qu'est-ce qu'on lui amène de plus? Qu'est-ce qui veut y aller? Tu veux prendre la parole, Mélanie? Oui, 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 y a pas de problème. Donc, si je comprends bien la question, elle était complexe la question là, hein, si je peux me permettre. Du coup, la question c'est qu'est-ce que ça peut ramener? Ouais, Euh, ça amène au consommateur et c'est quoi l'intérêt sur la carte? Ah, alors, pour moi, ce que ça a d'intérêt de ramener au consommateur, c'est, comme on en a parlé, effectivement, la dégustation, le contenant, les textures, les différentes sucres, acides, amertumes, salinité, toutes ces choses-là. Ça peut simplement apporter une façon différente d'aborder d'aborder les boissons avec un accord. D'un point de vue purement sommelier et accord mets et vins, souvent je me suis retrouvée avec des gens qui disent: Ah, on n'a pas juste un verre d'eau devant nous, on a aussi une boisson et on participe à l'expérience. Dans le cadre d'un restaurant, on est bien d'accord, hein. Et je pense qu'il y a cette notion-là. Ça apporte une expérience supplémentaire, ça apporte une vision, je pense, plus ouverte, hein, à mon sens. Et je pense que ça apporte quelque chose, comment dire, je pense que c'est aussi une façon, du fait qu'on parle quand même de macération, de fermentation, on parle quand même de produits naturels, on parle de saisonnalité, on parle de toutes ces choses-là. Eh bien, je pense que c'est juste une façon différente d'apprécier ces produits-là, du solide au liquide, et de se dire que finalement, quelque chose comme ça peut être autant magnifié et peut avoir aussi sa place sur une grande table, comme sur une table de bistrot ou comme chez soi. Je veux dire, il n'y a pas de règle en fait. Je pense que sur ça, ce que j'aime, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de code précis pour cela. Et je pense qu'on peut s'offrir la liberté qu'on a envie. Et, et c'est ça qu'il faut pas oublier en fait. Ne pas vouloir. On peut rester qualitatif sans que ça soit obligatoirement de l'étoiler ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et pour moi, c'est ça. Ce que ça peut apporter au consommateur, c'est une façon différente d'apprécier un plat, d'apprécier une boisson et de pouvoir finalement faire une association qui soit même simple, hein, mais qui reste ouais, ouverte et accessible. Je pense que ça, c'est important. Je suis avec Benoît. Je crois effectivement que ce travail d'élargissement, en fait, c'est bien ce dont il s'agit à mon sens. C'est un travail d'élargissement des, des propositions de liquide. En fait, il ne s'agit pas tant de s'adresser d'un côté aux personnalités qui se refusent pas à l'alcool et de l'autre aux personnes qui seraient abstinentes temporairement ou sur le plus long cours, pour des raisons diverses et variées. Non, il s'agit véritablement d'élargir la proposition, de sortir de ce petit confort désormais séculaire qu'ont connu les restauratrices, les restaurateurs et à plus forte raison les sommeliers et les sommeliers, de se cantonner à un exercice de sélection, de proposition euh, autour du vin exclusivement les plus ailés parfois avec de la bière, sinon avec quelques spiritueux ou des sakés. Mais il faut bien entendre que finalement,
la sommelière ou le sommelier est un passeur, une passeuse de boissons omnivore. Donc, que ce soit avec alcool ou sans alcool. Et d'ailleurs, à titre personnel, ça fait maintenant 2 ans que je ne propose plus d'accords intégralement alcoolisés. Euh, il y a soit un accord partiellement constitué de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ou alors un accord intégralement composé de boissons non alcoolisées, puisque les personnes qui se refusent intégralement à l'alcool ne pourraient pas euh, consommer des boissons riches en méthanol. Mais je crois donc que ces accords lui permettent de, de- d'élargir les perspectives, de renforcer finalement le caractère expérientiel de la venue au restaurant. Je crois que de fabriquer ses propres boissons en restaurant, ça permet de renforcer l'identité du restaurant, ça permet de faire des ponts beaucoup plus solides entre l'assiette et le verre. Ça permet d'avoir un contrôle total sur la qualité d'accord que l'on souhaite avec un plat, lorsque l'on fait un accord sans alcool. Et ça permet, là je pense à une anecdote bien précise, ça permet de, de contribuer à l'avènement de moments un petit peu savoureux, comme cette fois-ci où j'ai eu l'occasion de servir à une table de 4 personnes, une famille de 4, mère, un père et leurs 2 enfants, qui ont pu partager tous les 4 ensemble le même accord. Donc, en l'occurrence, intégralement non alcoolisé. Et j'ai trouvé ça formidable d'avoir des enfants qui, avec leurs parents, se prêtaient au jeu de la dégustation à l'aveugle, tentaient d'aller à la rencontre des quelques nuances, voire subtilités qu'il pouvait y avoir dans les boissons et reconnaître les ingrédients qui étaient potentiellement en présence. Ouais, c'est chouette. Le temps tourne très très vite puisqu'on arrive bientôt à la fin. Je vais juste répondre peut-être à deux, trois questions dans le chat. Il y avait une question, Valéria voulait une recette simple. Donc Valéria, je vous inviterai, je veux bien Benoît et Magali si vous le souhaitez ou si vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais remettre, bon, je crois que ton Instagram, c'est le Sobrelier, c'est ça, hein, Oui, exactement. voilà, donc n'hésitez pas à solliciter notre ami, à le suivre, etc. Magali, je ne sais pas si tu as un compte Instagram pro ou pas. Si, si, j'en ai un, mais je dois avouer que je suis pas tout à fait active. Voilà, je suis pas tout, je ne trouverai pas Alors, les bonnes informations dessus. Vous pouvez apprendre comment je m'occupe de mon enfant, mais un peu moins comment faire une boisson sans alcool, pour être oui. honnête, et je m'en excuse sincèrement. Par contre, j'ai un livre de chevet, et si je peux me permettre, si j'ai un petit instant, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à la réflexion, euh, que je trouve génial. Ça s'appelle Papilles et molécules. C'est François Chartier qui fait ça. Comment? François Chartier, bien sûr. Ah ouais. Et alors, c'est très particulier parce que ça parle d'accords mets et vins, mais ça explique tous les fruits, tous les légumes, pourquoi ils s'associent ensemble de façon chimique, hein, on peut le dire comme ça, de façon moléculaire donc. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'explications et les choses prennent un sens, même si on n'est pas dans le milieu du vin, hein. Il faut bien, je m'adresse pas qu'à un milieu de personnes qui, voilà, ils sont amateurs ou avertis, mais c'est un livre qui est incroyable parce qu'on trouve beaucoup d'informations très intéressantes. Et voilà. Magnifique. Il y a une question sur les désalcoolisations du vin, donc là, il nous faudrait une bonne demi-heure pour y répondre. Oui, Donc, si Yannick, tu veux m'envoyer un message sur Instagram, j'essaierai de te faire une réponse et de donner des directions là-dessus. Et Valérie, bien sûr, on a oublié de parler du chocolat. Et oui, le chocolat en liquide aussi peut être très intéressant, révélateur de terroir. Voilà. Donc, je vais vous remercier tous d'avoir participé à tout ça. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, c'est un sujet que j'avais commencé à effleurer il y a 25 ans quand j'avais mon établissement. On avait commencé à faire des infusions, des macérations, voilà. Et on a été rattrapé par autre chose après. Donc, on a abandonné le sujet. Mais avec mon chef Jean-Marc Delacour, qui était le meilleur ouvrier de France, on essayait de travailler, on prenait beaucoup de les jus de cuisson, on les travaillait avec d'autres choses. Voilà, donc moi, j'aime bien, c'était c'était absolument génial. Merci Benoît. Donc, Merci, Franck. n'hésitez pas à suivre Benoît donc sur son compte Le Sobrelier. On va retrouver Magali pour de nouvelles aventures bientôt. Voilà, oui.
Merci en tout cas à toutes et à tous de votre fidélité. Merci aussi, un petit clin d'œil aux 200 personnes qui n'étaient pas présentes avec nous, qui nous regarderont en replay. Merci de votre fidélité. Voilà, on essaie de faire un wine talk show une fois par an. Voilà, on partage notre passion, notre envie, ce qu'on transmet au sein de l'école. Et donc, on déposera bientôt, on va appeler ça le sommelier caviste, hein, pourquoi pas. Voilà, une nouvelle direction pour notre métier qui est géniale. Merci, je vous embrasse tous. Merci Merci. Magali, merci Franck, Merci merci à beaucoup. toutes et à Merci tous. Benoît. Au revoir et à bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.